24 milliards d'euros. C'est ce que Renault a investi dans sa Renaulution électrique depuis 2021. Aujourd'hui, la marque aux losanges découvre en direct ce que beaucoup d'industriels refusent d'admettre. Le tout électrique n'est pas une transition naturelle, c'est un pari politique imposé par Bruxelles. Et quand le marché réel ne suit pas, même 24 milliards ne suffisent plus à sauver une stratégie bancale. Renault a construit toute sa stratégie sur des normes européennes, pas sur les besoins du consommateur français. La Renaulution tant vantée, c'est surtout l'anticipation servile de l'interdiction 2035, des objectifs CO2 et des amendes bruxelloises. Une stratégie de vassal, pas de constructeur. Cette soumission aux diktats européens révèle une dérive dangereuse. Quand une entreprise automobile conçoit ses produits pour satisfaire des bureaucrates plutôt que des automobilistes, elle perd son âme industrielle. Renault n'innove plus, il obéit. Il ne répond plus aux attentes du marché, il coche des cases administratives dans les bureaux feutrés de la Commission européenne. Le problème fondamental, c'est que le client français, lui, ne raisonne pas en objectif carbone. Il arbitre sur le prix d'achat, le coût total, la valeur de revente, la praticité réelle. Leurs études internes, qu'ils gardent soigneusement secrètes, montrent que les 2/3 des Français habitent en dehors des métropoles et n'ont pas accès à une recharge domestique fiable. Que la plupart des trajets domicile-travail dépassent les 50 km quotidiens, limite où l'électrique devient contraignant l'hiver. Que l'immense majorité des Français partent en vacances en voiture et refusent de planifier leur trajet autour des bornes de recharge. Prenez les chiffres de vente. En 2023, les véhicules électriques représentent 16% du marché français. Impressionnant ? Pas vraiment quand on découvre que cette progression dépend entièrement des perfusions étatiques. Bonus écologique, leasing social subventionné, aide régionale, un marché artificiel sous perfusion publique. C'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne fin 2023. Arrêt du bonus, chute de 47% des immatriculations électriques en un mois. Cette volatilité trahit la fragilité du modèle. Quand l'État français a réduit le bonus écologique de 7 000 à 5 000 euros en décembre 2023, les commandes Zoé ont chuté de 34% en janvier 2024. Renault vous ment en connaissance de cause. L'entreprise se retrouve coincée dans un piège stratégique. Elle doit faire du volume électrique pour respecter les quotas européens, mais le client moyen fait ses comptes et voit la décote massive, l'incertitude sur la batterie en occasion, la galère de recharge, les assurances plus chères. Cette schizophrénie industrielle pousse Renault à des aberrations. Vendre à perte des Zoé en leasing pour gonfler les volumes, tout en reportant les vraies marges sur les thermiques qu'ils sont censés abandonner. Un modèle économique bancal qui socialise les pertes. Et pendant que Renault s'épuise à vendre des voitures que les Français achètent à contre-cœur, les chinoiseries subventionnées débarquent avec une tactique de dumping industriel. BYD, MG, NIO. Ces marques arrivent avec des prix agressifs, une intégration batterie logicielle compétitive et surtout le soutien massif de Pékin. Face à ça, que peut Renault ? Rien. Parce que sa tactique dépend des mêmes chaînes d'approvisionnement asiatiques que ses concurrents. Cette concurrence déloyale expose l'hypocrisie du système. Pendant que Bruxelles impose des contraintes environnementales drastiques aux constructeurs européens, elle ouvre grand ses portes aux marques chinoises, qui polluent massivement lors de la production. Une Zoé assemblée à Flins génère moins de CO2 qu'une BYD fabriquée au charbon chinois. Mais devinez laquelle bénéficie des bonus français ? Mais attendez, le pire reste à venir. Parlons-en justement de cette fameuse souveraineté industrielle que Renault martèle en communication. C'est du marketing pur et dur. Même quand on assemble en Europe, la valeur critique reste asiatique. Cellules de batterie, matières premières, électronique de puissance, semi-conducteurs. Cette pseudo-relocalisation coûte cher pour un résultat dérisoire. L'usine Electricity de Douai emploie 2000 personnes pour assembler des composants chinois, là où l'ancienne chaîne de production thermique en employait 8000 pour fabriquer de vrais moteurs français. Le savoir-faire mécanique français, fruit de décennies d'innovation dans les moteurs turbo et diesel, part à la casse pour importer de la vassalité technologique déguisée en modernité. Cette soumission se paie cash aujourd'hui. Les ruptures d'approvisionnement, l'inflation des matières premières, tout ça impacte directement les coûts de production. Et devinez qui trinque au final ? Le consommateur français, évidemment. Les terres rares nécessaires aux batteries sont contrôlées à 87% par la Chine, selon l'US Geological Survey 2024.
le lithium raffiné à 76%, les aimants permanents des moteurs électriques à 94%. Renault a échangé son indépendance pétrolière contre un asservissement minière total envers son principal rival géopolitique. Cette vassalité révèle l'absurdité complète de la transition européenne. Au lieu de développer nos propres ressources, nos propres technologies, nos propres filières, on se jette dans les bras du dragon rouge en croyant faire de l'écologie. Résultat, on a créé une nouvelle dépendance, plus grave que le pétrole, parce qu'elle touche directement notre capacité industrielle. Mais il y a pire que la soumission industrielle. Commandes tactiles, logiciels lourds, mise à jour permanente. Cette fuite en avant vers la complexité est une catastrophe annoncée. Plus c'est complexe, plus c'est fragile. Cette numérisation forcée trahit une déconnexion totale avec l'usage automobile réel. Un écran tactile qui gèle par moins 10 degrés, ça arrive tous les hivers dans les Zoé. Une mise à jour qui plante le système de navigation, c'est du vécu pour des milliers de propriétaires de Mégane E-Tech. Le client qui veut une voiture-outil n'achète pas une vitrine technologique. Il veut du simple, du robuste, du réparable. Toyota sort des moteurs hybrides qui font 500 000 km avec un entretien basique, pendant que Renault propose des écrans qui plantent au bout de 3 ans. Cette différence de philosophie explique pourquoi Toyota garde ses clients fidèles, tandis que Renault les perd. La marque japonaise privilégie la fiabilité. Résultat, une Prius de 200 000 km trouve preneur en 48 heures. Une Zoé de 80 000 km stagne des semaines sur les sites d'annonces. Cette dérive technologique dévoile un mal plus profond. Renault a perdu de vue l'essence même de l'automobile. Une voiture, c'est d'abord un moyen de transport fiable, accessible, durable. Ce n'est pas un smartphone géant qui tombe en panne dès la première mise à jour foireuse. Et si je vous disais que Renault sait que ça ne marche pas? Et puis, il y a le mur que Renault refuse de voir, le marché de l'occasion. C'est le juge de paix qui ne ment jamais. Aujourd'hui, l'occasion électrique reste une patate chaude pour la plupart des acheteurs. Valeur résiduelle incertaine, inquiétude sur l'état de la batterie, évolution rapide des standards, acheteurs plus rares hors des grandes métropoles. Une batterie de Zoé première génération coûte entre 8 000 et 12 000 euros, soit plus que la valeur du véhicule. Aucun acheteur sensé ne prend ce risque sur l'occasion. Sans résiduel solide, tout le modèle économique s'effondre. Les LOA et LLD deviennent plus chers, les loyers explosent et Renault perd son argument principal, la mensualité raisonnable. C'est mathématique. Si une Zoé de 3 ans ne trouve pas preneur à 40% de son prix d'origine, comment financer les nouvelles à des taux acceptables? Cette équation impossible pousse Renault à des contorsions financières. Garantie batteries étendues, rachat forcé en fin de LOA, partenariat avec des acteurs de l'économie circulaire. Autant d'artifices pour masquer que le produit ne trouve pas naturellement sa clientèle. Le contraste est saisissant avec l'occasion thermique. Une Clio diesel de 2018, bien entretenue, trouve acquéreur en 48 heures sur Le Bon Coin. Les Français ne sont pas idiots. Ils savent reconnaître la valeur sûre de l'arnaque marketing. Cette différence de comportement expose une vérité que Renault occulte soigneusement. L'électrique reste un marché de niche urbaine fortuné, pas une solution de masse. Les CSP+ des centres-villes peuvent se permettre de changer de voiture tous les 3 ans, sans regarder la revente. Mais les classes moyennes périphériques, qui représentent 70% du marché automobile, résonnent en valeur à long terme. Cette méfiance de l'occasion trahit une vérité que Renault préfère ignorer. Le thermique reste la solution pragmatique pour une majorité d'utilisateurs. Diesel d'époque pour les gros rouleurs, essence simple pour la fiabilité, hybride Toyota pour ceux qui veulent diminuer leur consommation sans sacrifier la polyvalence. Et surtout, E85, la vraie soupape souveraine et économique que la France possède mais que l'industrie boude. Cette diversité de solutions correspond à la diversité des usages réels, contrairement au dogme électrique uniforme imposé d'en haut. Un VRP qui fait 80 000 km par an a besoin d'un diesel fiable et économique. Une famille qui part en vacances à 1000 km veut l'autonomie et la rapidité de ravitaillement. Un jeune qui roule 5000 km par an préfère l'abordable essence. Chaque usage a sa solution optimale, et ce n'est pas l'électrique. Car pendant que Renault s'entête dans sa fuite en avant électrique, l'E85 cartonne discrètement. Plus de 3000 stations en France, un carburant à 0,70 € le litre, une production majoritairement française, c'est ça la vraie souveraineté énergétique. Mais non,
Il faut absolument pousser des batteries chinoises sous prétexte d'écologie. Cette aberration expose l'hypocrisie du système. Le 85 représente déjà 6% du marché carburant en France, sans aucune subvention, juste par sa compétitivité naturelle. L'ironie, c'est que Renault pourrait relancer une offre thermique simple et durable. Moteurs éprouvés, moins d'électronique embarquée, ergonomie physique avec de vrais boutons. Exactement ce que demandent les professionnels, les habitants de zones rurales, tous ceux qui veulent juste une voiture qui marche. Cette contradiction dévoile l'absurdité du système. L'industrie automobile française n'a plus le droit de fabriquer ce que veulent ses clients. Elle doit produire ce qu'exigent les bureaucrates, même si c'est inadapté, plus cher, moins fiable. Bruxelles prépare déjà la prochaine claque. Euro 7, nouvelles amendes CO2, durcissement des normes. Cette escalade normative ne vise plus l'amélioration technique. Chaque nouvelle norme ajoute 500 à 1500 euros au prix final, excluant progressivement les revenus modestes du marché du neuf. Renault devient un vassal de Bruxelles comme les autres. Approche dictée par le réglementaire, pas par la mécanique ni les attentes clients. Et le résultat, on le voit. Une gamme déconnectée du marché réel, des investissements pharaoniques dans des technologies immatures, un asservissement industriel croissant envers l'Asie. Pendant ce temps, que fait la concurrence intelligente? Regardez Toyota. Ils continuent tranquillement leur route hybride, sans se précipiter dans le tout électrique. Ils savent que l'hybride classique répond aux vrais besoins. Consommation réduite, fiabilité japonaise, autonomie sans contrainte, réseau d'entretien universel. Cette approche pragmatique explique pourquoi Toyota reste le premier constructeur mondial. Ils fidélisent leur clientèle quand les autres la perdent par idéologie. Cette différence philosophique expose deux visions industrielles inconciliables. L'amélioration continue contre la révolution imposée, la réponse au marché contre l'obéissance aux régulateurs, la technique contre l'idéologie. Toyota perfectionne ses motorisations hybrides depuis 1997. Renault révolutionne tout, tous les 5 ans. Car parlons-en de cette fameuse infrastructure de recharge. Renault promet monts et merveilles, mais la réalité terrain est impitoyable. Bornes en panne, applications qui plantent, tarifs opaques, vitesse de charge décevante. Essayez de faire Paris-Marseille en électrique un week-end d'été, vous comprendrez vite pourquoi les ventes stagnent dès qu'on sort des centres urbains. Cette infrastructure fantôme expose l'amateurisme de la transition électrique. On a mis la charrue avant les bœufs. Vendre des voitures électriques avant de construire les moyens de les alimenter. Résultat, des automobilistes pris en otage par des réseaux défaillants, des temps de trajet multipliés par 2. Cette fiabilité déplorable explique l'anxiété des conducteurs électriques et leur cantonnement aux trajets urbains prévisibles. Et pendant que les Français galèrent à recharger leurs voitures électriques, les profits s'envolent vers l'Asie. Batteries, chargeurs, belle réussite de la souveraineté européenne. Cette hémorragie industrielle expose l'absurdité de l'approche. Détruire nos avantages comparatifs dans la mécanique, le design, les moteurs thermiques pour adopter des technologies où nous partons battus. La France excellait dans les moteurs diesel, les boîtes de vitesse robotisées, les châssis sophistiqués. Elle devient médiocre en batterie chinoise. Cette faillite était prévisible dès le départ. Quand on construit une politique industrielle sur des objectifs politiques, plutôt que sur des réalités techniques et économiques, ça finit toujours mal. Bruxelles a décidé que l'électrique était l'avenir. Point. Peu importe si le marché n'est pas mûr, peu importe si l'infrastructure n'est pas prête. Le plus révélateur, c'est l'omerta qui entoure ces échecs. Aucun dirigeant n'ose dire publiquement que l'approche électrique imposée ne marche pas. Tous continuent à réciter la même litanie. Transition nécessaire, avenir durable, innovation européenne, pendant que les chiffres hurlent l'inverse. Cette langue de bois généralisée empêche tout débat rationnel sur les alternatives. Critiquer l'électrique, c'est être anti-progrès. Préférer le thermique, c'est être climato-sceptique. Cette chape de plomb idéologique paralyse l'innovation véritable et condamne l'industrie européenne au déclin. Pourtant, les signaux d'alarme s'accumulent. Ventes électriques en berne dès qu'on coupe les subventions, décotes massives en occasion, infrastructures défaillantes, vassalité industrielle croissante. À quel moment va-t-on arrêter de nier la réalité? Ces signaux convergent tous vers la même conclusion. Le marché électrique européen est artificiel, subventionné, fragile. Il ne survit que sous perfusion publique et s'effondre dès qu'on coupe les aides. La vérité, c'est que Renault a sacrifié sa liberté sur l'autel du politiquement correct européen.
Au lieu de développer des solutions adaptées aux besoins français, l'entreprise court après des normes bruxelloises déconnectées du terrain. Résultat, une gamme de plus en plus inadaptée, vendue à des clients de moins en moins convaincus. Car au final, qui trinque dans cette histoire? Pas les technocrates de Bruxelles qui cochent leur case carbone depuis leur bureau climatisé, pas les industriels chinois qui récoltent les profits de nos erreurs. Non, ce sont les automobilistes français qui paient. Prix d'achat gonflé, usage contraint, fiabilité incertaine, revente problématique. Si Renault voulait vraiment servir ses clients plutôt que la Commission européenne, l'approche serait évidente. Relancer une offre thermique simple et durable, développer l'hybride sobre, pousser l'E85, arrêter l'inflation technologique, bref, faire des voitures pour les gens, pas pour les bureaucrates. Mais cette logique de bon sens est interdite par le dogme électrique. Alors Renault continue sa fuite en avant. Sauf que le marché, lui, a déjà rendu son verdict. Il vote avec ses pieds et il se dirige vers d'autres solutions.